Bonjour à tous, bienvenue. L'accalmie est enfin revenue cette nuit à Tchaourou et à Savè après 6 jours d'affrontements entre populations d'un côté, policiers et militaires de l'autre. Des morts et des blessés de part et d'autre, un bilan imprécis pour l'instant. Une première situation insurrectionnelle du genre au Bénin depuis l'avènement du renouveau démocratique quand on tient compte de la durée. Mais la classe politique dans son ensemble aura timidement réagi à ces événements. Juste quelques communiqués de partis politiques. Même le ministre en charge de la sécurité publique n'a dernier sorti que vendredi dernier. Une sortie controversée. Nous parlerons de tout cela dans cette émission. Notre invité est un acteur politique, ancien ministre de Mathieu Kérékou. Alain Andiou est aujourd'hui un des responsables du parti Force Kouri pour le développement du Bénin, FCDB. Évidemment, nous parlerons de ce parti qui se réclame de l'opposition constructive, un statut qui lui est contesté par une partie de l'opinion. Alain Andiou, bonjour, bienvenue. Merci à vous de m'avoir invité. Bonjour à vous, cher ami Awansé. Pourquoi n'a-t-on pas entendu votre parti réagir à ces événements de Tchaourou et de Savè? Je voudrais, à l'entame de cette émission, vous remercier à nouveau de m'avoir invité et profiter de cette occasion pour remercier et féliciter Soleil FM, Candy FM et Fraternité FM pour le travail qu'ils sont en train de faire pour que nous puissions suivre ce qui se passe actuellement à Savè et à Tchaourou. C'est les champions en matière de médias au Bénin? Non, ce n'est pas les champions, sauf que aujourd'hui, c'est eux qui nous ont donné le maximum d'informations, en tout cas les informations dont moi je dispose personnellement. Une anomalie en principe, non? Une anomalie, non. Ça peut être plutôt vu comme une stratégie de la part de ceux qui n'en ont pas encore parlé. Vous savez, les images dans un pays sont captées par satellite, donc il n'est pas dit que c'est seulement ces 3 médias-là qui sont dépositaires de ces informations, de ces images. Même la chaîne nationale, la télévision nationale n'a daigné en parler que vendredi, à travers le message donc du ministre dont je parlais, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, et la sortie d'un officier de police. Oui, mais ce n'était pas trop tard encore parce qu'il fallait maîtriser la situation. Suivez bien mon analyse, il fallait maîtriser la situation pour pouvoir en parler de façon satisfaisante. Vous savez, quand on est dirigeant de tout un pays, de tout un peuple. Et lorsque, je prends le peuple comme le corps humain, lorsque vous avez mal à un niveau de votre organisme, à l'oreille par exemple, l'oreille souffre, mais les autres parties du corps aussi peuvent se mettre à souffrir tout de suite, ou du moins les autres parties peuvent observer ce qui se passe au niveau de l'oreille. Et c'est vous, gestionnaire de par votre cerveau, gestionnaire de votre organisme, si vous ne le soignez pas, le mal que vous avez à l'oreille, si vous ne le soignez pas, ce mal va dégénérer et atteindre d'autres parties, d'autres organes de votre corps. Ce que je suis en train de dire sous forme d'image, c'est que les dirigeants ont l'obligation de protéger les autres parties du corps social qui ne sont pas encore touchées. Et pendant qu'ils font ça, ils doivent circonscrire le mal au niveau de la zone qui est concernée et essayer de faire descendre la tension. Du moins, c'est la lecture que j'en fais pour le moment. En étayant rapidement les choses, mais ça a duré tout de même 6 jours. Oui, je suis d'accord avec vous. Si je ne me prononce pas sur le fait que ça a duré 6 jours, ça a duré 5 jours, c'est parce que je suis déjà en accord avec vous. Et j'essaye d'expliquer ce qui peut permettre de comprendre cette relative lenteur. Et dites-nous, on n'a pas entendu non plus la FCDB, la Force Kouri pour le développement du Bénin, votre parti politique, sortir, réagir, ne serait-ce que par un communiqué. C'est la question que vous avez posée, à laquelle je n'avais pas directement répondu. Je ne l'avais pas perdu de vue, bien au contraire. Vous venez de la rappeler, je vous donne la réponse. C'est un autre problème, non, ça? Non, pas du tout. Ah bon. Pas du tout. Nous avons une instance de crise au niveau de FCDB et nous essayons de suivre ce qui se passe à Savè et à Tchaourou. Parce qu'un responsable politique ne se met pas à parler lorsqu'il n'a pas la totalité des informations. Mais ailleurs, ça ne fonctionne pas comme ça. Gérer, ce n'est pas épidermique. C'est pas épidermique. J'ai écouté, j'ai même lu les communiqués, 1 ou 2 communiqués de 2 formations politiques. C'était quoi? C'était nous condamnons, nous déplorons et nous félicitons les forces armées de ne pas avoir tiré. Et ça, ils l'ont dit avant vendredi.
de ne pas avoir tiré sur la population, de ne pas avoir tiré à balles réelles. Mais vous avez vu, l'information a tellement vite évolué que ces communiqués sont déjà dépassés. Oui, mais ça, au moins, c'était une réaction. Nous ne manquons pas de réaction. La bonne preuve, je savais que ce sera le sujet principal de notre rencontre. Et si je suis arrivé ici sur votre plateau, c'est bien parce que FCDB a des choses à dire par rapport à ça. Oui, mais l'autre partie qu'on n'a pas entendue, les autres parties qu'on n'a pas entendues sur ces événements, c'est l'Union progressiste, c'est le Bloc républicain, les partis proches du chef de l'État, d'autres disent les partis du chef de l'État carrément. Je ne peux pas parler en leur nom. Je ne suis ni UP ni BR. N'est-ce pas une anomalie également ça? Le BR a sorti un communiqué. Le Bloc républicain a sorti un communiqué. Oui. Avant quand? Oui. Bon, je n'ai pas la date, mais le Bloc républicain a sorti un communiqué. Vous pouvez fouiller au niveau de la date, je ne maîtrise pas, mais j'ai lu, moi, le communiqué du Bloc. Quoi? Ce que je voulais de vous dire tout à l'heure, c'est nous condamnons, nous déplorons, nous demandons à la police et à l'armée de continuer à ne pas user de la force pour que les choses reviennent au calme. Ça, j'ai lu, le Bloc républicain. Mais je ne suis pas là pour défendre le Bloc républicain. Non, vous ne défendez personne. Nous parlons des faits. Voilà. Donc, en matière de faits, j'ai dit à l'entame que votre radio fait du très bon travail en matière de communication. Soleil FM, Fraternité FM de même, et Candy FM, que je félicite. Je félicite pour le fait qu'ils donnent l'information grandeur nature à ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans le nord de notre pays. Voilà. Enfin, dans le centre de notre pays. Revenons aux faits. Est-ce que c'était normal qu'on aille chercher, n'est-ce pas, les meneurs des événements, disait-on donc du 28 avril, qu'on aille les chercher nuitamment à 3 h du matin? C'est ce qui a amené tout. Bon, en posant la question comme vous l'avez fait, est-ce que c'est normal? C'est une question fermée. Oui. Et si je dois vous répondre, je dois dire oui ou non. Oui, n'est-ce pas? Voilà. Et je ne vous réponds pas sous cette forme-là de oui ou non. Et pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que l'émission, c'est sans langue de bois. On ne peut pas contenir une crise politique de par son essence, dangereusement sociale de par les manifestations que nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas contenir ça dans une question fermée. C'est pour ça que je l'élargis. J'ouvre la question et je vous réponds. On connaît les conséquences. C'est ça qui a généré 6 jours d'affrontement. On aurait pu anticiper, peut-être. Voilà. Donc, j'ai dit, j'ouvrais votre question pour pouvoir vous répondre plus amplement, de quoi permettre également aux téléspectateurs et aux auditeurs de me comprendre. D'où est-ce que nous sommes partis? Je vais en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui a à déplorer? Qu'est-ce qui a à regretter? Je suis arrivé vous voir pour cet échange le cœur meurtri, le cœur triste. Je suis attristé parce que notre pays n'a pratiquement jamais vécu ça. Et nous ne pouvons pas nous permettre de le vivre aujourd'hui. Ça ne ressemble pas au Bénin, ça ne ressemble pas aux Béninois. J'ai vu des images, j'ai eu des audios, j'ai analysé et j'ai eu mal. Et j'ai encore très mal. Ce sont les hommes politiques, dans leur grand ensemble, les acteurs politiques, avec qui la rupture avec le peuple est pratiquement consommée. Quand vous parlez de mouvance et d'opposition, vous nous mettez tous ensemble, et vous avez raison, mais c'est tous ensemble que nous avons échoué, de par notre mission, envers le peuple que nous dirigeons. Et c'est à ce niveau-là que le bas blesse. J'ai pris l'habitude de dire, on va y revenir, que les réformes politiques qui sont en cours et qui sont incriminées ne sont pas des réformes sociales, ne sont pas des réformes sociétales. Ce sont des réformes politiques à conséquences sociales et sociétales. Donc, nous sommes partis de là. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre dans sa chair. Ce que nous vivons, si on ne l'arrête pas très rapidement, les conséquences seront très nombreuses. Et je reviens à votre question. Juridiquement, peut-être qu'il se justifiait que l'on aille chercher quelqu'un dont on soupçonne la complicité ou la participation dans un acte social difficilement apprécié par ceux qui ont la sécurité en main. Le code pénal ne le dit pas. Ainsi. J'ai dit peut-être. Mais sur un autre plan,
Donc sur le plan non juridique ou même non judiciaire, nous constatons, et ce que vous avez posé comme question, c'est bien celle-là, cette question, c'est sur le plan de la logique pure, du vivre ensemble à défendre, la question se justifie. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut aller remplir cette mission-là, alors que les plaies ne se sont pas encore cicatrisées? Nous sommes sortis du 28 avril. Le 28 avril, nous ne sommes pas encore à un mois. Ou nous sommes, pardon, un peu après un mois. Oui. Voilà, un peu après un mois. Nous sommes sortis à peine des élections. Les élections sont certes terminées, mais les conséquences des élections que nous avons connues, élections difficiles, élections non acceptées, élections non inclusives que nous avons connues, mais les plaies ne se sont pas encore cicatrisées. Après le 28 avril, il y a eu les 1er et 2 mai. Après les 1er et 2 mai, il y a eu une date que je n'ai pas retenue, le fait que l'ancien chef de l'État n'est pas libre de ses mouvements en tant que simple citoyen. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça sous le régime Thomas Boni Yayi. 3 ans de privation de liberté. Encore que pour vous, c'était formel. Oui, disons que c'était formel. Ça ne se justifiait pas, mais c'était formel. Okay. Donc, être privé de sa liberté, c'est quelque chose de très grave, de très difficile à supporter. Nous ne sommes pas encore sortis de ça. Le chef de l'État est intervenu et a annoncé qu'il y aura un dialogue. Et tout le monde attendait ça. Tout le monde continue d'attendre. On se pose la question, ce sera le dialogue dans quel sens? Avec quel objectif? Avec quel résultat? Dans quelles conditions? Est-ce que ce sera vraiment un dialogue franc et direct, comme lui-même l'a souhaité? Nous en sommes là. Nous avons apprécié qu'il se soit déplacé pour aller voir la conférence épiscopale, donc les évêques. Est-ce qu'ils jouent déjà leur rôle de médiateur? Je n'en sais personnellement rien. Vous n'êtes pas encore contacté? Non, c'est pas que je ne suis pas encore contacté. Non, votre parti n'est pas encore contacté. Non, c'est pas ça. C'est que rien n'est encore officiel. Les contacts ont commencé tout de même. Mais les contacts sont peut-être des contacts informels ou du moins des contacts préparatoires. C'est peut-être pour préparer l'opinion que quelque chose est en train d'être fait. Parce que le dialogue dont nous parlons, il faut un contenu. Il faut des stratégies, il faut des objectifs. On va revenir au dialogue. D'accord. Alors, donc, nous en sommes là. Les plaies ne se sont pas cicatrisées. Et vous avez vu, dès qu'il y a eu une petite allumette, ça a pris. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Parce que la violence appelle la violence. Et j'ai pris l'habitude de dire, celui qui peut le plus, peut le moins. Et ici, je vais sortir une petite phrase sur le plan de mes convictions. Il ne faut pas que le chef de l'État, au lieu d'être la solution, soit le problème. Il ne faut pas que le chef de l'État, au lieu d'être la solution, soit le problème. Vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui? Beaucoup attendent. Le peuple, dans sa très, très, très grande majorité, attend que le chef de l'État, qui a annoncé un dialogue large, sincère, franc, un dialogue à l'issue duquel on se retrouvera sur nos pieds d'antan en tant que peuple pacifique, il ne faut pas que, très rapidement, l'opinion se convainque qu'au lieu qu'il soit le dernier recours, donc la solution, qu'il soit le problème. Je ne le connais pas plus que d'autres citoyens, mais pour le peu que je connaisse du chef de l'État quand il était candidat, il est très sensible à ce qui se passe aujourd'hui. C'est un homme qui a du cœur comme chacun de nous. Il est béninois comme chacun de nous. Alain Diop, vous semblez douter donc de la sincérité du chef de l'État. S'il avait été sincère, on n'aurait pas envoyé des gens aller chercher les meneurs à Tchaourou. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Faites-vous clair. Voilà. Je n'ai pas parlé de la sincérité du chef de l'État. J'ai souhaité qu'il ne tombe pas dans le piège de ceux qui, sûrement, continuent de l'encourager à aller dans cette direction-là. C'est la direction la plus périlleuse, la plus difficile. Un pays est tout autre chose qu'une entreprise. Vous pensez qu'il a des pyromanes autour de lui? Non, oui. Il y a des gens, sûrement le chef de l'État, un chef d'État ne gouverne jamais tout seul. Jamais tout seul. Il prend des conseils. Il s'en ouvre à des gens. Nous savons que cette crise politique peut être contenue. Nous le savons, personnellement, j'en suis convaincu. Mais ce qu'il faut éviter pour que cette crise soit contenue, c'est les déraillements,
c'est les conséquences au plan de la société. Ceux qui ont commencé à souffrir, je reviens un peu en arrière, ceux qui ont été violemment touchés dans le corps social, dans le corps familial, ceux qui ont perdu des parents ou des parents blessés ou même des parents qui sont privés de leur liberté. Mais c'est des gens qui souffrent. C'est une partie du peuple qui souffre. Ça, c'est déjà ce qui s'est passé, avant les élections. Et puis, après les élections. J'ai dit tout à l'heure que les plaies ne se sont pas cicatrisées. Il ne faut pas ouvrir d'autres théâtres, d'autres champs de bataille. Il faut contenir, et il faut prévenir. Je me résume, aller chercher des gens aujourd'hui au centre, donc à Tchaourou, ce qui a mis le feu aux poudres, à la poudre ou aux poudres si on met ça au pluriel, ce n'était pas, de mon point de vue, indiqué. À ce moment-ci, ce n'était pas indiqué. Mais une fois que c'est arrivé, les forces de l'ordre, police et gendarmerie comprises, étaient surprises. Les forces de l'ordre étaient surprises par la témérité, la ténacité, la résistance de la population. Et c'est un signe. C'est un signe. Ah oui. C'est un signe, bien sûr. Mais un peuple qui n'a plus rien à craindre ne craint plus rien. Et c'est un peuple qu'on ne peut plus contrôler. Alors, personnellement, je demande au chef de l'État de passer du mode problème au mode solution. Et il en est capable. Parmi les pyromanes autour du chef de l'État, certains citent à tort ou à raison le ministre actuel en charge de la sécurité publique, Saka Lafia, en exemple sa donnée sortie médiatique ou encore ses propos va-t-en-guerre pendant la campagne électorale. Si quelqu'un casse, nous allons le casser en plusieurs. Si quelqu'un brûle, nous allons le brûler. Non, moi je veux simplement répondre par cette petite phrase. C'est le chef de l'État qui a été élu. Suffrage universel direct, pas les ministres. Mais le ministre en charge de la sécurité publique... C'est le chef de l'État qui répond... C'est pas n'importe quel ministre, non. C'est le chef de l'État qui répond... C'est le ministre de l'Ordre, en principe. C'est le chef de l'État qui répond de sa mission, de son mandat. Si le ministre, selon le chef de l'État, n'a pas bien dit, c'est au chef de l'État de le rappeler à l'ordre. Nous allons parler de quelques éléments donc, de cette sortie, des propos du ministre de la Sécurité publique. Pour lui, eh bien, ces manifestants, ces populations, ce sont des badauds, ce sont des délinquants. C'est vite dit. Et c'est le fait de dire comme ça qui peut à nouveau, au lieu de faire dissiper la tension, de faire calmer le jeu, c'est dire des choses comme ça qui peut apporter de l'eau au moulin de ceux qui se battent. Il faut en avoir la preuve. Mais vous savez, nous parlons de choses là, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous parlons de choses dont on n'a pas le contrôle. On n'a pas toutes les informations. Il faudra que plus tard, ce soit démontré que ce ne sont pas des natifs du Bénin, que ce sont des étrangers qui sont venus comme des mercenaires. Mais ça, c'est souvent revenu. Vous parlez des étrangers, il a dit également, le ministre, ça, c'est souvent revenu. Déjà, quand les anciens ministres Nicéphore Soglo et Boni Yayi sont allés au marché d'Antokpa, on a parlé de recrutement d'étrangers. Mais jamais, sans preuve ailleurs, on montrerait ces personnes à la télé. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est trop facile. Dire comme ça les choses, c'est trop facile. Il peut se justifier, ce qu'il dit, le ministre en question. Ça peut être la vérité, parce que le Béninois n'a jamais montré sa capacité de nuisance de cette façon-là. Sa capacité à affronter de cette façon-là. Vous pensez que tous ceux qui se sont soulevés à Tiaourou, tous ceux qui se sont soulevés à Savè, nous disons exactement... C'est des gens de l'étranger. Non, nous disons exactement la même chose. Je suis en train de vous dire que l'appréciation du ministre de l'Intérieur peut prendre appui sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le Béninois est pacifique. N'a pas dans ses gènes cette faculté-là d'affronter les militaires, d'affronter les armes. Est-ce que c'est pas une Voilà. Donc, si vous m'avez laissé, j'aurais conclu sur ce point-là. Donc, le ministre de l'Intérieur peut donc surfer sur ça. Mais il peut aussi se tromper. Parce que les temps sont différents aujourd'hui. La population qui vit toute la misère, non seulement la misère au plan matériel, mais c'est également la misère au plan moral. La liberté, perdre la liberté, ne pas être en mesure de faire ce qui est bien de faire pour construire son propre développement et avancer en tant que citoyen et en tant que peuple, mais c'est grave. C'est même plus grave que la misère au plan matériel. Donc je dis, le ministre de l'Intérieur, comme tout autre responsable qui réfléchirait de cette façon-là, ils peuvent très bien se tromper. Et je pense qu'ils se trompent. Parce que le peuple, excusez-moi l'expression, en a un peu ras-le-bol aujourd'hui.
Et si on ne l'écoute pas, on va dérailler. Et ce sera très grave pour le reste. Alain Andiou, ce qui a choqué également l'opinion, c'est les chiffres avancés par le ministre de l'Intérieur. C'est le bilan vendredi, 30 blessés dans le rang des militaires ou des policiers, 2 dans le rang des civils. C'est classique. Dans tous les pays, il y a toujours 2 chiffres. Il y a ce qu'on appelle les chiffres officiels et les chiffres réels. Et généralement, les 2 ne s'entendent jamais. Ce n'est pas les mêmes chiffres. Alors, je laisse les déclarations sur ce point-là, les déclarations du ministre de l'Intérieur, je les lui laisse, ces déclarations-là. Par contre, s'il n'y avait qu'un seul mort, c'est déjà trop. Il n'a même pas parlé de mort, alors que sur les radios que vous citiez, il avait on parlait déjà de mort. On parlait de mort. C'est pour ça que, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ça cesse. Et maintenant, on fera le point de tout ça. Mais c'est que ça cesse. Parce que si ça ne cesse pas, il y aura l'effet boomerang. Et si cet effet-là démarre, mais c'est terminé. C'est terminé. Nous vivrons dans notre pays ce que nous voyons vivre par d'autres pays frères. À travers la télévision. Mais parlons concret, Alain Andiou, ça ne va pas s'arrêter de sitôt si on ne sait pas comment on va gérer. Alors comment on gère, puisque on parlait, n'est-ce pas, des meneurs, des événements du 28 avril, jour du scrutin, des événements du 1er, du 2 mai. Désormais, il y a les événements également, les récents événements depuis donc le 10 juin. Comment on gère ça? C'est une grosse question. Le droit s'applique dans un environnement social. Et le droit ne s'applique pas les yeux fermés. Ce qui se pose aujourd'hui comme problème, je l'ai dit, ce sont les conséquences d'une crise mal gérée. Et il faut d'abord arrêter les conséquences et maintenant s'attaquer aux causes. Donc je suis d'accord avec vous. Ça ne va pas s'arrêter si on ne pose pas des actes forts. L'un des actes forts à poser, c'est la situation de l'ancien chef de l'État. On va y revenir. C'est l'un des actes à poser. Et vous constaterez qu'il y aura comme un dégel. Comme un dégel. Parce que les gens parlent déjà. Les rumeurs, il faut en tenir compte. Des gens disent des choses graves que je ne peux pas révéler ici. Alors, si on ne leur permet pas de ne plus avoir cette occasion pour justifier des propos graves, si on ne leur permet pas ça, mais ça va continuer. Donc, ce que tout le monde souhaite et qui est, de mon point de vue, le minimum, ou du moins le faisable de la part de l'autorité qui gouverne le pays, c'est que la situation entre le chef de l'État et l'ancien chef de l'État soit clarifiée. On va parler de la situation entre le chef de l'État et l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. On va en parler, ça fait partie des négociations durant toute la nuit à Tchaourou. Mais comment on gère les manifestants qui sont donc organisateurs donc, de ces événements-là? Faut-il continuer à les arrêter ou il faut s'arrêter? Question fermée encore une fois. Alors je ne vous réponds pas sous forme de question fermée. Vous savez, les citoyens, notre société est bien hiérarchisée, bien construite. Si on va dans une localité, il y a des chefs. Il y a des chefs traditionnels, des chefs locaux, des rois, en tout cas, des gens qui savent parler à leur peuple, à ceux qu'ils dirigent. Il faut utiliser ça. Ce n'est pas rien. Il ne faut pas que le conflit entre les instruments modernes de gestion d'un pays et les instruments, disons, traditionnels, entre guillemets, j'allais dire les instruments locaux, endogènes, il ne faut pas qu'il y ait conflit entre ça. Je veux dire en termes clairs quoi? Vous me comprenez bien? Que ce soit complémentaire. Que ce soit complémentaire. Et qu'on privilégie même le dialogue en passant par ces forces religieuses-là. En passant par ces forces traditionnelles, etc. C'est des instruments importants de gestion d'une société. Donc, pour contenir les crises en perspective ou les manifestations en perspective, il faut s'appuyer sur ces dignitaires-là et commencer tout de suite les négociations. Et quand on va dans une localité pour un certain nombre de choses, il faut d'abord commencer par rencontrer ces autorités morales. Et ça va beaucoup aider l'autorité en charge de tout le pays pour que nous puissions sortir de ça. Mais là, vous répondez à une autre question que je n'ai même pas encore
poser. C'est parce que je voyais venir. Oui, mais vous voyez, il a de ces genres d'événements dans les autres localités, les populations menacent. Nous sommes des journalistes, nous avons aussi nos sources. Faut-il continuer à les arrêter pour voir l'effet boomerang? Et comme vous l'avez sûrement compris, ma réponse était une réponse biaisée, puisque je vous ai répondu. J'ai dit, au lieu de dire, oui, il ne faut pas continuer, j'ai dit, sur quelle force il faut s'appuyer pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Donc je vous ai répondu. Si vous voulez la réponse oui ou non, c'est il ne faut pas continuer pour le moment sans s'appuyer sur les forces que j'ai indiquées. C'est ça la bonne réponse. Parce que ce qui est important ici, ce n'est pas de dire qui a raison, qui a tort, non, ce n'est pas d'abord ça. Ce que je défends pour le moment dans le débat que nous sommes en train de faire, c'est il faut arrêter ces conséquences désastreuses pour le pays. Sûrement que vous avez des questions pour que nous puissions aller plus loin. Il faut arrêter ces conséquences désastreuses. Et pour les arrêter, donc je vous réponds bien, il ne faut pas continuer à provoquer. Il faut arrêter, et il faut arrêter en utilisant les forces locales qui savent dialoguer avec leur gouvernement. Ce que vous appelez provocation, Alain Diou, c'est ce que les gouvernants, ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de mettre de l'ordre, appellent application de la loi. Faut-il continuer à appliquer la loi collée au texte avec les conséquences qu'on a aujourd'hui? Le droit ne réglemente que ce qui peut se passer dans une société. Ce n'est pas la société qui est au service de la loi. C'est la loi qui est au service de la société. Et quand on a des lois difficiles d'application, on ne les impose pas n'importe comment. Donc, là aussi, je vous réponds, non, il ne faut pas appliquer la loi n'importe comment. Il ne faut pas appliquer le droit n'importe comment. Il y a des lois qui sont, je lâche le mot, qui sont des lois injustes. Pendant qu'on élabore un texte de loi, on ne peut pas se rendre compte puisque ce n'est pas appliqué. On ne peut pas se rendre compte. Mais si on est un bon législateur, on doit pouvoir se dire, cette loi-là, comment l'appliquer? L'application doit vous préoccuper pendant que vous élaborez la loi, anticiper. Mais si vous constatez à l'application qu'il y a des difficultés, ben, il faut arrêter la loi. La loi est au service du peuple. Ce n'est pas le peuple qui est au service de la loi. La loi ne s'impose que lorsque son application donne satisfaction. C'est ça le vrai débat aujourd'hui. N'oubliez pas que nous sommes partis de lois mal... Bien sûr, on va revenir sur les réformes qui sont en partie les conséquences de ce qu'on observe aujourd'hui. Mais parlons d'un sujet qui a fait l'objet des négociations toute cette nuit, donc à Tchaourou, avec le roi. Une cause lointaine, n'est-ce pas, de ces événements-là, la détention illégale ou légale donc, du président Boni Yayi à domicile. Vous aviez commencé à réagir là-dessus. Pour vous, c'est anormal. Bon, qualifier la détention ou pas de détention, bon, c'est pas mon rôle. Je regrette que ceci soit aujourd'hui utilisé ou que ce soit utilisable. Mais il fallait prévenir ça déjà. Est-ce qu'il fallait... Il y a des choses... Monsieur Alain Diou, cette émission, c'est sans langue de bois. Vous avez des difficultés avec des questions fermées. Vous constatez? Ah non, parce que les questions fermées ne rendent pas compte de la réalité. C'est ça, c'est ça que je suis en train de vous contredire là, ou du moins de vous créer des difficultés. Les questions fermées, oui, non, c'est pas ça. Oui, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est celles qui font lâcher la vérité. Non, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la loi n'est pas déterminante pour... Voilà. La loi ne prévoit pas la détention de Boni Yayi telle que c'est l'assignation à résidence. C'est pourtant ce qui est constaté aujourd'hui. Quand vous l'avez posé y aller, oui ou non? Quand vous l'avez posé comme ça, cette question, vous privilégiez quoi? Vous privilégiez le statut d'ancien président de la République. Non, même vous ne pouvez pas être retenu à résidence ainsi. La loi ne le prévoit pas. Le code pénal du Bénin le prévoit. Alors donc, vous me dites qu'en montant, c'était abusif. Non, vous étiez en prison. Vous étiez allé en prison. Oui, mais aller en prison pendant 3 ans, c'est perdre sa liberté pendant 3 ans. On n'a pas amené Boni Yayi en prison, peut-être. Non, mais quand on assigne quelqu'un, je ne sais pas si c'est l'expression, je ne suis pas juriste, mais on l'oblige à rester chez lui et ne plus sortir, ne pas recevoir des gens, etc., tel que nous avons l'information, c'est également grave. Je l'ai déjà dit à un moment donné de nos échanges. Mais vous ne dites pas que c'est anormal. Mais, attendez... Je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas privilégier le statut d'ancien président de la République. Parce que si on privilégie ça,
il y aura d'autres conséquences dans l'analyse qu'on sera obligé de faire. Est-ce qu'un citoyen peut-il subir ce sort aujourd'hui? Moi, je vous ai dit que moi, j'ai subi ce sort. D'accord? En tant qu'ancien ministre de la République, j'ai subi ce sort. Alors, ne me demandez pas à moi de dire si un citoyen doit subir ce sort. Il y a plein de citoyens qui vivent ce sort, qui subissent ce sort-là. Il a plein d'innocents aussi en prison. Voilà, mais laissez-moi vous répondre et vous allez me comprendre. L'ancien chef de l'État, en tant que tel, ça ne me préoccupe pas. C'est pourquoi je dis, le statut d'ancien chef d'État, je ne veux pas le prendre pour l'analyser. Par contre, ce que je prends, c'est ça que vous essayez de défendre. Ce que je prends, c'est le simple citoyen. Le simple citoyen. Et plus grave, le simple citoyen natif de Tchaourou. Il faut lier. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est une cause lointaine. Oui, mais c'est une cause presque immédiate avec la cause aller chercher quelqu'un à Tchaourou. Si l'ancien président de la République, si le citoyen Boni Yayi n'était pas natif de Tchaourou, on ne ferait pas le lien aussi facilement. Et les gens ne se révolteraient pas aussi facilement. Vous avez déjà entendu dire, et c'est ça des propos graves, qui peuvent conduire à des comportements gravissimes. Vous avez déjà entendu dire, attention, Yayi Boni est de telle région du pays. Les autres citoyens qui sont d'autres régions du pays, nous allons les attaquer. Nous allons menacer. Vous avez entendu ça? Vous avez déjà entendu dire des gens, ah non, le chef de l'État, il est de telle région. Plus tard, plus jamais, un chef d'État ne sera de cette région-là. Vous avez entendu dire tout ça? Alors, moi, je ne donne pas les noms de ces... Parce que je suis une autorité, je suis responsable, et on ne dit pas les choses n'importe comment pour ne pas brûler la maison. Mais parce que Yayi Boni, même si c'est un simple citoyen, il est natif de Tchaourou, et qu'on s'est déplacé pour aller chercher des gens à Tchaourou, c'est ça qui a aggravé la situation d'aujourd'hui. Et je l'ai déjà dit à un moment donné de mon analyse, il est bon, même si c'est aujourd'hui sous forme de doléance, sous forme à la limite de négociation que ça se fait, le chef de l'État aurait pu prendre la décision depuis plus longtemps. Lorsqu'il a été sollicité par d'anciens pères à lui africains, lorsqu'il a été sollicité par des gens de la coopération internationale, enfin de la communauté internationale, comme on dit ordinairement, il aurait déjà pris la décision. Mais aujourd'hui, c'est une décision, à la limite, j'allais dire, qui s'impose. C'est une décision qui s'impose. Et j'ai dit bien que ça va dégeler. Justement, tout de suite. Les manifestants se sont calmés, attendant, n'est-ce pas, ce retour-là. Est-ce qu'on va effectivement libérer, laisser Boni Yayi libre de ses mouvements? Toujours question fermée. Je ne vais pas répondre oui ou non, parce que je ne suis pas décideur. Je ne suis pas à la place du chef de l'État. Donc, mais ce que j'ai dit, que vous avez déjà compris, si le citoyen Boni Yayi sortait des conditions qu'on lui a imposées aujourd'hui, quelles que soient les raisons pour le moment, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous avons à gérer aujourd'hui. Si le citoyen Boni Yayi sortait de cette situation difficile, vous verrez que tout au moins Tchaourou et les localités alentours vont se calmer. Est-ce que ça ne frise pas un acharnement sur la personne de l'ancien chef de l'État? Boni Yayi est dit malade, le minimum c'est de le laisser aller se soigner, non? Quand vous posez les questions de cette façon-là, c'est pas aisé, n'est-ce pas? Vous avez touché quelque chose d'important auquel moi j'ai déjà donné la réponse. Si le citoyen Boni Yayi, en tant que ce qu'il a été, en tant que citoyen malade, droits humains, non? Voilà. Donc, ma réponse était déjà claire. Nous avons entendu parler du fait que l'ancien président de la République est malade. Si, pour aller aux soins, le chef de l'État doit prendre une décision, cette décision est facile à prendre. Est-ce qu'on a même besoin de décision? C'est juste le laisser. Il ne demande pas, n'est-ce pas, que l'État l'aide à se soigner et qu'il soit évacué par l'administration. C'est comme si vous me dites que il a été privé de liberté, ce n'est pas une décision, que c'est arrivé naturellement comme ça. Non, il n'a pas été mis en situation de ne pas bouger naturellement comme ça. Mais il n'a aucune décision officielle là. Toutes les décisions dans un pays ne sont pas écrites, ne sont pas officielles. Est-ce que les raisons au moins ne peuvent pas être connues du public? Pour le moment, ni vous ni moi. Depuis plus d'un mois. Pour le moment, ni vous ni moi ne connaissons ces raisons-là. Nous surfons, nous analysons sur ce que nous voyons. Est-ce que ce n'est pas de l'arbitraire? Parler sans langue de bois. Ce n'est pas une question de l'arbitraire. L'arbitraire que d'aller
fermer même le vulcanisateur du marché, du quartier, du moins l'empêcher de sortir depuis 1 mois sans explication, sans dire les raisons à l'opinion. Mais est-ce que cet arbitraire-là n'est pas consommé? Et ce que nous sommes en train de dire, c'est de sortir de cet arbitraire. Est-ce que le fait de qualifier l'acte qui est posé, la situation difficile dans laquelle nous sommes, est-ce que le fait de qualifier cette situation-là nous fait avancer? Ça ne nous fait pas avancer. Ce n'est pas que je ne suis pas capable. Est-ce que ça ne corrige pas à l'avenir? Ce n'est pas que je ne suis pas capable de vous répondre, mais c'est ce que je refuse que vous, enfin la façon dont, si je peux me permettre, n'est-ce pas, c'est qu'on ne simplifie pas la chose. Nous avons quelque chose d'important aujourd'hui, arbitraire ou pas arbitraire. Ce que nous avons d'important, c'est que l'ancien président de la République ou le citoyen Boni Yayi, qui est en situation difficile, qu'il sorte de cette situation-là. Et nous avons dit, le bien que ça va faire à tout le pays, c'est qu'on ne va plus amalgamer. On ne dira plus le natif de Tchaourou par rapport à ceci. Donc, je vous dire que dénoncer, c'est corriger, prévenir. Je vais vous dire quelque chose de grave. Je vais vous dire quelque chose de grave. Et je veux que ça soit retenu. Lorsque les deux financiers, disons ça encore, les deux acteurs économiques de notre pays, pour ne pas les nommer, l'actuel président de la République, Patrice Talon, et Adjavon, ont commencé à s'annoncer pour être candidat à la présidentielle de 2016. J'étais en contact avec un homme d'État, un grand homme d'État, qui, dans sa réflexion, a dit, tel que je les connais, il ne faut pas que des difficultés, des problèmes entre deux personnes, entre deux citoyens, soient transformés en problèmes, en difficultés pour tout un peuple. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Quelle est la part de Adjavon dans ça? Et ça, c'est un visionnaire qui l'a dit. Et je me permets de rappeler ça ici, ou du moins d'en parler ouvertement. Vous parlez là du problème plutôt entre Boni Yayi et Patrice Talon depuis 2012. Bien sûr, j'ai dit lorsque les deux là s'annonçaient pour être candidats. Pas... j'ai dit Adjavon, je ne parle pas d'Adjavon. Oui, mais j'ai dit ce que j'ai dit, lorsque les deux acteurs financiers s'annonçaient pour être candidats. Et après, je suis passé à un autre niveau et je n'ai pas donné le nom qui correspondait. Etc. Donc, lorsque les deux, Patrice Talon et Adjavon se préparaient pour être candidats, donc Patrice Talon, devant être opposé à un candidat choisi par Boni Yayi, donc l'informateur dont j'ai parlé a pris les difficultés relationnelles qu'il y a entre Patrice Talon et Boni Yayi. Patrice Talon, candidat, et Boni Yayi. Et il a émis cette réserve-là. Il ne faut pas que des problèmes entre deux individus deviennent des problèmes d'État. Et c'est ça, malheureusement, que nous risquons de vivre. Donc, vous avez entièrement raison. Et mes réponses ne sont pas des fuites. Mes réponses, c'est que je me suis abstenu de vous répondre par oui, non, oui, non. J'ai essayé d'expliquer pour que vous compreniez davantage ce qui soutient mes réponses. Et pourtant, nous, on est accrochés à certaines choses, à certaines réponses, en tout cas, on tient à certaines formes de questions, parce que ça corrige à l'avenir, ça prévient, comme je le disais, vous avez dit tantôt que vous êtes très peu cas donc, du statut de l'ancien chef d'État, Boni Yayi, mais est-ce que ce n'est pas à cause de ce statut-là qu'il a eu cette riposte à Cotonou le 1er et le 2 mai? C'est à cause de ce statut qu'il a fait les sorties qu'il a faites, qu'il a posé les actes qu'il a posés, qu'il a revendiqué au nom de son parti FCBE, mais également au nom du pays, ce qu'il a fait. C'est ce statut-là qui a fait faire tout ce qu'il a fait, avec un autre ancien président de la République. Mais c'est parce qu'il a fait tout ça que, quelque part, on pouvait l'assimiler à quelqu'un qui est encore suffisamment charismatique dans le pays pour que des provocations par ailleurs ne se transforment pas en émeutes, en situation difficile. C'est sûrement pour ça. Nous faisons de la spéculation, parce que moi, je n'ai pas reçu les informations. Puisque nous faisons de la spéculation, on peut se permettre tout ça. Mais ce qui est plus facile pour moi, comme problème à résoudre, je l'ai déjà dit, oublions le statut d'ancien chef d'État et appliquons à Yayi Boni le simple fait qu'il soit citoyen. Et en tant que citoyen... Est-ce qu'à ce jour, Boni Yayi en demande au-delà donc, du statut d'un simple citoyen? Ben non, c'est exactement ça.
vous savez, je suis en train de répondre à votre demande, non pas en privilégiant un statut supérieur, ancien chef d'État, au statut de vous et de moi. Vous et moi ne sommes pas anciens chefs d'État. Mais le simple fait que nous soyons des citoyens, si nous subissons ce que Boni Yahi, citoyen, subit aujourd'hui, ce ne serait déjà pas normal. Donc si à ce niveau-là de la réflexion, en prenant juste cet élément de citoyen, si la normalité de la situation est convaincante, est établie, alors combien c'est établi pour un ancien chef d'État? Vous me comprenez bien. Donc la démarche, elle est très claire. La démarche d'analyse est très claire. Le citoyen ne peut pas vivre ça. Ce n'est pas bon qu'il vive ça. Encore moins un ancien chef d'État. Et puisque, par extraordinaire, il est natif de Tchaourou, ça complique tout. Alors, il faut arrêter. On sait combien vous adorez parler des réformes. Vous êtes presque spécialiste de cela à Diou. Est-ce que, en principe, des réformes aussi prometteuses qu'elles puissent être, peuvent avoir ces genres de conséquences des morts dans une société? J'avais dit à un moment donné du débat que la réforme du système partisan et aussi, disons, le code électoral, que ces deux lois qui portent réforme politique, que ce sont ces lois-là qui sont mal goupillées, excusez-moi l'expression, et qui nous font vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que c'est des réformes à faire passer à tout prix? La réponse serait liée d'abord à est-ce que le mal ou le problème que la réforme a relevé, a diagnostiqué pour faire des nouvelles propositions, est-ce que ce problème-là ou ce mal-là est pertinent? Ma réponse, c'est oui. Si on prend le cas de la charte des partis politiques, le fait d'avoir 500 et quelques, etc. Maintenant, faire cette réforme à ce moment-ci, de cette façon-là, le code électoral, à ce moment-ci, juste avant les élections, n'est-ce pas? De cette façon-là, c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Vous venez de rappeler quelque chose qui est important. En matière de réforme, code électoral, les partis politiques, les exigences de la sous-région imposent que moins de 6 mois avant, on ne les touche pas. Donc, il y a eu comme, je ne dirais pas qu'il y a eu une précipitation, mais il y a eu comme une précipitation. Parce qu'on avait ça comme calendrier. Et il fallait absolument faire. Ce sont des réformes si graves, si importantes, qu'il fallait le temps. C'est des réformes qui ont des effets plus graves sur la société que la partie réforme système électoral sous l'angle de la liste électorale que j'avais initiée sous la responsabilité du président Mathieu Kérékou. Ce que nous avons connu là, c'est des réformes de la même nature, mais ceci, c'est plus grave. Et si déjà, lorsque nous gérions la réforme du système électoral vue sous l'angle de la liste électorale permanente informatisée, si déjà à ce moment-là, lorsque nous avons rencontré la résistance au niveau parlementaire, si la sagesse de Mathieu Kérékou a fait que nous avons arrêté, combien les acteurs du milieu politique, notamment les législateurs, combien savent-ils? Ils le savent très bien. Je veux nommer personne. Vous l'aviez arrêté à l'époque, vous dites, ou vous ne l'avez pas arrêté? Nous avons suspendu la mise en application de la réforme puisque nous attendions le vote de la loi. Et parce que ça a été bloqué de l'autre côté, le président de la République, qui avait la manière, et je fais l'aveu que je lui avais proposé la deuxième stratégie qui consistait de passer en force. Et il m'a dit non, jeune homme. Non, monsieur le ministre. Parce que vous aurez du mal à gérer tout ça après. Sagesse pour sagesse. Oui. Donc, lorsque ces deux lois étaient en train d'être étudiées et travaillées, que les animateurs législatifs ont sorti leur proposition de loi et que la société civile a été invitée dans le cadre des rencontres qu'ils ont faites, des séminaires, etc. Lorsque les points difficiles, les dispositions qui portent au problème ont été soulevées, s'il n'y avait pas ce calendrier,
s'il n'y avait pas un objectif qui se soit imposé à atteindre... On a trop forcé cette fois-ci. On a trop forcé. On a trop forcé cette fois-ci. Et dans l'application, par rapport aux élections législatives, le chaos a été produit. Le chaos s'est produit. Donc, ce n'est pas les réformes elles-mêmes, même si certaines dispositions doivent être touchées, ce n'est pas les lois elles-mêmes, pardon, même si certaines dispositions doivent être touchées, mais c'est la manière dont cela a été fait. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il faut prendre le temps nécessaire pour relire ces textes? Ma réponse, c'est oui. Et comment on va le faire aujourd'hui avec le Parlement qui a été produit également par ces mauvaises réformes? Pour reprendre, il y a une partie donc, de la classe politique qui n'y adhère pas, qui visiblement ne serait pas d'accord. Si cela, je vais vous répondre, mais de la manière dont je procède aujourd'hui, vous constatez, si les dispositions qui fâchent n'étaient pas relues, si la situation dans laquelle nous sommes par rapport à l'application de la nouvelle charte, si ce n'était pas revu, le chef de l'État s'est engagé devant le corps diplomatique, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas fait, nous allons connaître une situation plus grave. Dans 6 mois, 9 mois, nous serons à la limite, nous serons à la veille des élections municipales, communales et locales. Est-ce que c'est seulement les 5 partis politiques d'aujourd'hui, reconnus juridiquement, c'est seulement ceux-là qui vont compétir? Donc, vous voyez ce que nous préparons. Nous avons à contenir... Et la limite des 6 mois également, ou approche absolument, à grands pas. Absolument. Donc, nous nous sommes mis dans une situation grave. La question, ce n'est pas est-ce que le Parlement aujourd'hui peut le faire? Non. La question, c'est le Parlement d'aujourd'hui, si ce n'est pas fait, ça va nous conduire à quoi? Ce sera le chaos. Ce sera le chaos. Parce que les élections communales, municipales et locales sont plus difficiles à gérer que les législatives. Donc, il faut absolument qu'une solution soit trouvée. Moi, je veux m'arrêter aujourd'hui à la bonne foi, en tout cas à la déclaration du chef de l'État. Il a dit que l'administration fera tout pour que ceux qui n'ont pas pu compétir compétissent. Donc, que leur formation politique soit régulièrement enregistrée. Allez, Adio, vous avez déjà commencé à aborder le sujet. Peut-être tout ça, hein, ces situations pour anticiper pour les élections à venir, les communales, les événements de Tiarou et de Savè rendent urgent, j'allais dire, le dialogue. Mais quelle forme ça va prendre? Comment ça va se passer? Qui sont les acteurs? À quel sujet on doit s'intéresser au cours de cette assise? Très très bonne préoccupation. Dialogue pour dialogue, ça ne donnera rien si des actes forts n'étaient pas posés. J'ai cité en matière d'actes forts la situation de Boni Yayi. Je suis en train d'indiquer comme axe fort ce que le chef de l'État lui-même a déclaré récemment devant les représentants du corps diplomatique. Il a le temps aussi, qui n'est pas un allié forcément. Et il faut que très rapidement, les partis politiques dont les dossiers n'ont pas été validés, que l'on apprenne que ça y est, c'est fait. Et comment ça va se faire? Est-ce que les partis vont reprendre ou bien le ministère de l'Intérieur va enfin peut-être fermer les yeux sur l'application de certaines dispositions de la loi? D'abord, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas, je ne dirige pas, donc je ne suis pas informé de tout ce qui... comment ça va se passer. Mais par contre, si le ministère de l'Intérieur veut aller vite pour qu'on sorte de cette situation difficile, il faut que nous apprenions par les 4 ou 5 formations politiques qu'elles ont été appelées. Parce que normalement, la relation ne doit pas être rompue. Les autres, les partis en difficulté, vous voulez dire? Oui, les partis qui n'ont pas eu leur reconnaissance juridique. D'accord. Donc, en dehors des 5 que nous connaissons, que ces partis-là disent un jour, ah ça y est, nous avons été contactés par le ministère de l'Intérieur, et puis le processus a repris, nous avons reçu notre sésame, c'est-à-dire que notre autorisation. Voilà. Si on ne le faisait pas d'ici quelques semaines, si on ne le faisait pas, ça va continuer à entretenir au niveau de l'opinion publique, nationale comme internationale, des soupçons. Et cette situation-là n'est pas à la faveur de la paix.
Alors, dites-nous, Alain Andéou, vous n'avez pas répondu à toute la question. Le dialogue, ça va prendre quelle forme au juste? Ça va répondre à quoi les sujets qui vont être en discussion aujourd'hui? C'est important aussi, non? Bon, vous avez vu que j'ai posé 2 préalables déjà. 2 préalables bien importants. Sûr. Ça, c'est les préalables. Voilà. Parce que c'est ça qui va permettre à ce qu'on soit nombreux autour d'une table pour un dialogue soit dit inclusif. En passant, vous, votre parti a déjà accepté la main tendue, vous êtes déjà prêt pour le dialogue? Nous sommes juridiquement établis. Nous sommes un parti reconnu dans les 5. D'accord? Bien sûr. Voilà. Donc, nous n'avons pas ce problème-là, mais nous souhaitons que les autres n'aient plus ce problème-là. Le dialogue, pourquoi faire? Comme je le disais, si des actes forts ne sont pas posés par le primus inter pares, le chef de l'État, les gens vont soupçonner qu'on n'aura pas un dialogue ouvert. J'avais déjà parlé, j'avais utilisé le mot, certains doutent même de la sincérité du chef de l'État. Absolument. C'est important, non, dans un dialogue? C'est très important. C'est très important. Sur quoi basent-ils leurs réserves? Sûrement sur ce que les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leurs relations. Vous n'avez pas quelques soupçons, vous? En dehors des soupçons, moi, je propose ce qui va permettre de sortir de la crise. Parce que si on ne sort pas de la crise, ce n'est pas bon pour le pays, n'est-ce pas? Donc, les soupçons, je ne veux pas les privilégier, mais je veux forcer pour que nous ayons des solutions. La nature du dialogue, les objectifs du dialogue, ceux qui iront au dialogue, qu'est-ce que cela impose? Se rencontrer, c'est obligatoire. Se pardonner, sûrement que c'est obligatoire, c'est un passage obligé. Mais avant tout ça, il faut la vérité. Il faut la vérité. Si le dialogue n'est pas franc, sincère, transparent, inclusif, dialogue qui permet d'aborder les sujets, les graves sujets, parce que les sujets qui préoccupent aujourd'hui ne sont pas uniquement d'ordre politique. Il y a déjà des conséquences au niveau de toute la société. Mais il y a aussi que différents points du code électoral et même de la Constitution doivent être revus à un moment donné. Nous n'avons jamais connu une participation aussi faible pour les législatives. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, 3 Béninois sur 4 ne sont pas sortis, ne se sentent pas représentés à l'Assemblée nationale. Même si on nous dit que les élections sont terminées, c'est vrai, mais c'est aussi vrai que 3 Béninois sur 4 ne se sentent pas concernés. Donc, ce qui va se passer à l'extérieur du Parlement, c'est ça qui va déterminer l'avenir du pays. Et il ne faut pas que ce soit sur du charbon que nous nous asseyons ou que nous marchions. Donc, le dialogue doit être ouvert. Ce que la conférence épiscopale a commencé, je ne peux pas le qualifier. Moi, je ne suis pas au courant. Vous admirez ça? Je sais que FCDB, le parti où je suis, va être reçu par la conférence épiscopale sous peu. Parce qu'il y a un calendrier. Nous serons reçus. Mais reçus pourquoi? Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, si vous m'appelez plus tard, je vous dirai ce qui s'est passé si j'ai été convié à cette rencontre. Dans un dialogue, il est important également d'accepter ou non le statut même du médiateur. Est-ce que vous acceptez le clergé comme médiateur? Au lieu de vous répondre par oui ou par non, comme j'ai pris l'habitude depuis ce matin, je vous dis, mais est-ce qu'il y a, je m'excuse, meilleur médiateur? Et est-ce que c'est seulement eux qui seront les médiateurs? Vous aurez souhaité quoi? Répondez à cette question. Au lieu que ce soit... Vous aurez souhaité quoi? Qu'on leur adjoigne... La conférence épiscopale, c'est un ensemble d'évêques. Oui. Ils sont un certain nombre. Est-ce que c'est la conférence épiscopale, les 10 ou 12 évêques? Ou bien c'est leur président? C'est peut-être l'heure de proposer aussi. Donc, vous aurez souhaité quoi, vous? Mais attendez que j'aille à cette rencontre-là, si j'y allais, pour pouvoir... Mais je ne vois pas la conférence épiscopale, donc les évêques tout seuls. Voilà là où je devais... voilà ma chute. Je ne vois pas un évêque tout seul. 30 ans, conférence nationale, c'est différent. La période que nous vivons aujourd'hui, elle est différente. Je vois un évêque et 1 ou 2 autres personnalités qui vont accompagner, si c'est l'évêque qui est le premier, qui vont accompagner. Est-ce qu'il en a aujourd'hui? Il faut chercher. Il faut chercher. Si on cherche, on trouvera. Il y a plein de gens dans la société civile. Il y a plein de gens. J'en ai écouté un hier ou ce matin.
Il y a plein de gens de la société civile qui peuvent remplir cette fonction-là. Le clergé à lui seul n'est pas tout à fait crédible ou peut-être la tâche est un peu trop grande. Je le dis, même si c'est reconnu par tous que je suis chrétien catho, je le dis, je fais une petite réserve parce que il y a eu dans les communiqués quelque chose que des gens n'ont pas tous apprécié. Quoi, par exemple? Non, c'est pas. Vous êtes journaliste. Non, mais vous savez très bien. Vous savez très bien à quoi je me réfère. Hier, je discutais avec quelqu'un qui a dit « Oh non, pourquoi ils ont fait cette sortie-là? C'est pas bien, c'est pas bien. » Au niveau des préalables qu'ils ont exigés, il y a des points qui ont fait que beaucoup ont douté de leur impartialité, etc. Donc, mon souhait, c'est que un évêque soit accompagné par 2 ou 3 autres, enfin 2 personnes, ce serait bien, pour qu'il y en ait 3, qui puissent faire le travail d'écoute, de médiation. Mais plus que ça, il y a ce que le chef de l'État lui-même veut qu'on atteigne comme objectif au pluriel. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas convaincus qu'on aura un dialogue sincère, franc et transparent. Alain Andiwo, certainement vous attendiez depuis longtemps cet instant. Nous allons enfin parler de votre parti politique, la Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB. Un parti dont beaucoup contestent vraiment son statut de l'opposition. On ne vous avait jamais vu vraiment vous opposer à quelque chose, même pas dans les prises de position. Mais depuis, vous faites des sorties, vous réclamant comme si ça ne suffisait pas de l'opposition constructive. Attention, cher ami Virgile Avancé. Il y a, en octobre dernier, si mes souvenirs sont bons, il y a que j'ai été interviewé par 2 jeunes amis journalistes qui ont rendu public, qui ont publié donc mon analyse, mon commentaire. Est-ce que les gens ont oublié que je suis originairement, si je peux m'exprimer comme ça, en tout cas en 2016, que j'ai accompagné la candidature de M. Patrice Talon? Non. Donc, certaines personnes considèrent que je suis de la mouvance. Et ils ne le font pas à tort, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ils ne le font pas à tort, puisqu'ils m'ont vu faire campagne. J'ai fait campagne ouvertement. Peut-être que je suis passé sur votre radio, je n'en sais plus rien, etc. Mais j'ai fait campagne ouvertement, à la radio, à la télé, publiquement, etc. Mais quand ces lois-là que nous avons incriminées, et que tout le monde incrimine, enfin, qu'on incrimine beaucoup, quand ces lois-là étaient encore en gestation, j'ai fait une sortie et j'ai attiré l'attention sur ce que moi, je ne pensais pas bien du tout. J'ai dit que les 249 millions comme caution ne se justifiaient pas. Parce qu'on ne peut pas mettre l'accent, on ne peut pas fixer comme critère d'éligibilité l'argent. Et que nous sommes d'une culture où ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, ce n'est pas l'argent qui fait la qualité. Et il y a plein d'autres choses que j'avais dénoncées en octobre 2018. Beaucoup ont réclamé pour mon compte que je suis de la mouvance critique. Parce que quand on s'est engagé à diriger, il faut que maintenant qu'on est en position de diriger, qu'on n'oublie pas les engagements qu'on a pris. Et ce qui est bien pour le peuple. On ne peut pas diriger un pays en ayant le peuple à dos. Donc, si on me qualifie de mouvance critique, combien c'est facile de voir que je peux être de l'opposition constructive. Je ne suis pas d'accord, personnellement, avec un certain nombre de choses, même au niveau des réformes. Même au niveau des réformes économiques. Peut-être que nous n'avons pas le temps d'aborder les réformes économiques. On ne voit pas la limite tangible entre la mouvance critique et l'opposition constructive. Non, j'étais en train de vous faire ça tout à l'heure, mais je vais revenir là-dessus. Je pensais que vous voulez dire qu'on ne voit pas la limite tranchée entre ce que je réclame et ce que je dis sur le plateau. Je pensais que c'était ça que vous voulez parler. C'est pas ça, je parle de la FCDB. J'étais en train de vous dire, jusque-là, je n'ai pas encore parlé de la FCDB, j'y viens là. J'étais en train de vous dire, en ce qui me concerne, moi, Adi Oualin, personnellement, beaucoup ne se sont pas vus surpris que je sois de l'opposition critique, de l'opposition constructive. Parce qu'ils ont déjà lu, ils ont déjà constaté que en octobre 2018,
j'ai attiré l'attention. J'ai dit, ah non, ce qui est en train d'être fait n'est pas conforme à ce qui a été dit, et surtout pas conforme à ce qui doit être fait. Mouvance critique. Le mouvancier critique, il est de la mouvance, il critique et il fait des propositions. L'opposition constructive, sa première identité, ou le premier élément de son identité, c'est l'opposition. Donc FCDB, en tant que formation politique, est d'abord et avant tout de l'opposition. Mais c'est une opposition qui refuse, vous avez constaté dans mes propos, dans ma manière de faire et de dire, c'est une opposition qui refuse de radicaliser les choses, qui refuse, j'allais dire, le combat ouvert, tranché, à la limite. Aucune opposition bénine n'a encore appelé à la guerre ni à des manifestations violentes. Mais nous sommes dans une période très très violente, ou très violentisante, si vous permettez. Et ce n'est pas impossible. Sous les événements de Tcharo, de Savait. Ce n'est pas impossible du tout que si on n'arrêtait pas, que nous ne connaissions pas ça. Donc, et je vous ai dit également que la crise qui était un peu confinée dans le milieu partisan politique est en train de devenir une crise au niveau de la société. Et il faut faire attention. Donc, FCDB est d'abord et avant tout un parti d'opposition, mais qui refuse d'attaquer les individus, les personnes, qui refuse de contribuer, de par ses analyses, à ce que le peu qu'on est en train de construire pour le développement du pays, que ce soit hypothéqué, remis en cause, détruit. Comme le fait une autre opposition. Comme peuvent le faire une autre opposition. Parce que quand vous êtes opposant, avant de faire sortir un peuple pour réclamer ci, ici et ça, c'est que vous avez passé un bon bout de temps à résister, à indiquer le chemin à parcourir, etc. Et c'est en désespoir de cause que vous allez sur cette lancée-là. Alain Liron a l'impression que vous construisez au point d'être une chambre ou un cabinet carrément du gouvernement aujourd'hui. L'opposition constructive en elle-même, un parti d'opposition constructive en elle-même, a besoin d'avoir des laboratoires. Au point d'être un cabinet conseil. Non, a besoin d'avoir des laboratoires pour prendre les sujets importants, les analyser en profondeur. Tout à l'heure, je vous ai répondu déjà, quand vous avez parlé de Tchao, pourquoi on n'a pas entendu FCDB? Je vous ai dit, nous avons un laboratoire qui réfléchit à la chose. Vous soulignez là quelque chose que nous avons déjà entendu de la part des critiques, que nous sommes un cabinet ou une antichambre, etc., etc. Pas du tout. Pas du tout. Quand vous allez reprendre l'écoute de cette émission, vous constaterez que j'ai dit des choses très importantes, des choses graves, que quelqu'un de l'opposition radicale dirait plus ou moins facilement. Et ça n'arrêterait là. Ça n'arrêterait là. Mais nous ne nous arrêtons pas aux dénonciations. On peut critiquer l'opposition constructive dans tous les pays du monde. On peut critiquer en disant pourquoi cette opposition, quand le dirigeant fait bien, que cette opposition dit « Ah, ça là, c'est bien ». Parce que l'opposition radicale le dit très peu. Pourquoi nous le disons? C'est les deux derniers mots de notre dénomination partisane qui le justifient. Développement du Bénin. Si on casse tout, si on détruit tout parce qu'on est mécontent, on aura à recommencer tout. Et c'est des ressources financières qui sont gaspillées. Les ressources financières sont les ressources publiques, sont nos contributions, sont gaspillées. Donc, nous faisons de l'opposition, mais ce qui est dénoncé par nous est toujours suivi quand nous le pouvons. Si on ne le peut pas, on se tait. Ce qui est dénoncé par nous est toujours suivi de propositions concrètes. On pense parfois que vous êtes opposé plutôt à l'autre opposition, à l'opposition que vous appelez radicale. Non, nous ne sommes pas opposés à l'opposition radicale. Non, pas du tout. Nous disons des choses qui sont proches. Attends, lorsque vous avez entendu le PCB dernièrement, après la sortie des FCBE, vous avez entendu le PCB dire non, on ne va pas appeler la communauté internationale pour, etc. Mais la position qu'ils ont prise, qui est une position médiane, disons, est-ce que c'est ne pas faire de l'opposition? Pourtant, c'est entre l'autre opposition. Je me permets de le dire, mais quand vous prenez l'USL a des positions tranchées? Pas du tout. Je me permets de dire, l'USL, le parti du président Yavon, n'a pas de positions tranchées. Au contraire, elle analyse, et si elle veut proposer, elle propose. Sinon, elle se tait, pour ne pas brûler le pays. D'accord? Donc,
Non, on n'est pas les seuls dans cette position-là. Alain Ndiou, pourquoi FCDB? On vous a vu fait presque la confusion aussi tout à l'heure. FCDB, FCBE. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher le Foscori? Parce que le courrier serait propriété de quelqu'un. Foscori, le minimum c'est d'éviter la confusion, d'être soi-même. Mais il n'y a pas de confusion, nous sommes nous-mêmes. Vous pensez, même moi, journaliste, je vous avoue que j'ai mis des jours à apprendre à faire la différence entre FCDB et FCDB. Si, parce que vous avez déjà engagé dans votre tête, comme l'opinion publique, on a toujours entendu FCBE, FCBE, FCBE. Aujourd'hui, on doit dire, il y a FCBE et puis il y a FCDB. Et la seule lettre qui vous nous compliquez la vie, vous compliquez la vie à tout le monde. C'est le D. Oui. C'est la seule lettre qu'il y a chez quelqu'un. Pourtant, on aurait pu mieux faire. Et il n'y a pas le E de l'autre côté, etc. Non, on a fini de s'amuser un peu. Force au Cori. Alors, je l'ai beaucoup expliqué. Le Cori n'est pas la propriété de quelqu'un. Non, on ne parle même pas de Cori. On aurait pu agencer autrement. Pourquoi coller à FCBE comme si ce n'est pas exprès? Vous l'avez fait, comme pour faire la confusion. Mais nous sommes en politique, non? Vous n'avez pas... Et quand le ministre, je m'excuse, paix à son âme, Fassassi. Ouais. Quand il y a eu des difficultés avec le président Ngouedji, leur parti s'appelait comment? PRD Nouvelle Génération, je suis d'accord. PRD, il y a la différence, mais au moins on sait qu'on ne s'arrête pas à PRD. Il faut ajouter Nouvelle Génération. Bon, alors pourquoi ne pas accepter que nous prenions Foscori et que nous ajoutions DB au lieu de BE? Mais c'est plus sérieux. À la couleur. Mais c'est plus sérieux. De Cori. C'est plus sérieux. Pourquoi le vert? Pourquoi le vert de FCBE? C'est pas du tout le même vert. Mais j'en viens. FCBE, FCDB, même si c'est FC, c'est pas le même sens. C'est pas la même origine. D'accord? Oui. C'est dans les têtes. Oui. Nous travaillons à ce que dans l'opinion publique nationale et internationale, que les gens disent, il y a FC quelque chose et FC quelque chose d'autre. Oui, nous y travaillons. C'est pas des clubs de football, on ne distingue pas facilement. Et surtout dans un pays analphabète, un pays à 80% analphabète, pour les populations, c'est la même chose. On soupçonne que c'est l'effet que vous attendez. Non, mais ça doit être notre problème à nous. Non, si c'est nous qui avons des difficultés, si c'est nous qui avons des difficultés pour faire passer FCDB, si c'est nous qui avons des difficultés, laissez-nous gérer nos difficultés. Mais la confusion vous profite, c'est ce que je vous dis. Quelle confusion? Si quelqu'un prend FCDB comme le parti de Boniaï et va donner sa sympathie à FCDB, c'est vous qui gagnez. Mais attendez que ça se produise d'abord. C'est pas produit. Vous avez posé la question par rapport à la couleur et je vous ai répondu. Oui. Si vous regardez bien, la couleur verte des FCBE est plus foncée que la couleur clair, vert clair, le cultivateur de Landa Awake, il ne sait pas distinguer ça. Mais nous sommes entendus sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui m'a fait plaisir. La confusion nous profitera. Même, bien sûr. Alors c'est tant mieux pour nous. On a l'impression que c'est ce que vous avez visé d'abord. Non, c'est peut-être ce qui va se produire, ce qui va se passer. Vous le dites en souriant. C'est tant mieux. Merci. En tout cas, nous allons faire cette émission avec les auditeurs présents. Le 64 44 02 44, le 66 75 72 72, ce sont les deux numéros pour nous joindre. Il est déjà là, le tout premier. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Jeune Wagnon, il ne faudrait pas que le chef de l'État soit la solution que le problème. Le chef de l'État, avant la campagne présidentielle, était un homme sensible. Monsieur le ministre, mes respects. Je vous en prie, cher ami. Excellence. Oui. Ça voudra dire que, de vous à nous, il reste toujours le problème que la solution quand on voit ce qui se passe. Ensuite, il n'est franchement pas sensible actuellement puisque lorsqu'il est arrivé, il avait une sensibilité en décidant d'annuler les concours, aussitôt arrivé. Mais quand il s'est agi des élections, malgré les négociations de tout et de tout, le monsieur est resté de marbre. Où est la sensibilité qui est continuelle? Pour finir, moi j'aurais voulu, vous connaissant, puisque je faisais partie d'un lobby de Kageou qui déplorait votre situation d'arrestation, je voudrais, pourquoi vous n'avez pas voulu être à la tête de ce FCB débat et que de laisser le ministre, l'autre, quand on sait son passage dans différentes structures qui
Bon, monsieur, vous avez compris. Bon dimanche. Bonne fête des papas. Merci à vous. Bonne fête aussi, cher ami. Deuxième auditeur, bonjour. Jean Coton, bonjour Virgile. Oui, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher ami Jean. Oui. Je voudrais vous prier pour que vous cessiez de faire... C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Pour que vous cessiez de faire vraiment la comparaison entre la situation que vit Boni Yayi en ce moment et la vôtre. Alors, si vous le faites, c'est que vous avez au moins, comment appelle-t-on, vous êtes dans le secret des dieux pour connaître les véritables raisons pour lesquelles une telle situation est imposée à Boni Yayi. Alors, tout deuxième élément, tout conflit maltraité fait observer Simon de Bignencourt laisse des séquelles durant de longues années. Et votre déclaration selon laquelle Boni Yayi, Patrice Talon ne devrait pas être le problème, mais le chef de l'État, au lieu d'être la solution, soit le problème, s'inscrit dans cette ligne droite-là. Dites-nous, monsieur le ministre, que devons-nous faire aujourd'hui, pour que demain soit la veille de cette paix à laquelle le président même appelle dans son discours du 20 mai dernier en tendant une perche au dialogue national. Au lendemain, troisième peut-être, au lendemain des échauffourées des 1er et 2 mai 2019, dont Kadiaou a été le théâtre après les incidents du 28 mai, plutôt, avez-vous le sentiment que ces conflits ne sont que la manifestation du déni de la vérité? Pour finir, dites-nous, monsieur Alain Adiou, que la gouvernance de Patrice Talon, telle que moi je le pense, vient mettre en épingle les insuffisances de notre Constitution. Voilà, c'est évident. Et que devons-nous faire également, que doivent faire les forces vives de la nation pour éteindre ce feu qui consume aujourd'hui la bibliothèque de notre démocratie? Je vous rends l'antenne. Merci. Merci à vous. Nous prenons le troisième auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Rancet. Bonjour, monsieur Adiou. C'est le professeur d'Avon Thierry à l'appareil. Merci beaucoup. Bon, bonjour, je n'ai que deux questions à vous poser. La première question, vous savez qu'il y avait des signes avant-coureurs de tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon, moi, je ne suis pas politique, mais je suis béninois, je suis dans la société du Bénin. Et vous savez ces signes. Pourquoi, depuis le début, vous n'avez pas lancé des appels au calme, des appels à la paix? Bon, moi, personnellement, je l'ai fait il y a 2 mois. Ça, c'est la première question. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et on dirait que vous êtes en train maintenant de faire le Messie après la mort. Et vous avez... Il y a quelque chose que je n'ai pas compris chez vous. Et vous devez nous dire la vérité. Puis c'est sans langue de bois. Vous semblez dire que le clergé, qui voudrait faire la médiation, ne sera pas impartial. Dites-nous les raisons pour lesquelles vous pensez ça déjà. Que lorsque vous voulez aller à une table de négociation, et vous pensez déjà qu'il y aura le médiateur sera d'un côté, mais c'est grave ce que vous venez de dire. Moi, je pense qu'il faut que la balle soit à terre et que le calme revienne au Bénin. On n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul pays, M. Adio. Et vous devez contribuer à ce que ce pays-là soit un pays de paix pour nous. Puisque vous savez, ce qui s'est passé à Tchaourou est grave. C'est grave. C'est grave. Et nous n'avons pas dit, ah, c'est eux, ou bien c'est nous. Non. C'est nous-mêmes. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Merci à vous, Thierry. Merci, bon dimanche. Quatrième auditeur, bonjour. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Allô, votre nom? Oui, allô? Oui, votre nom. Oui, Toussaint Wanet Edou. Oui, allez-y. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher ami Toussaint. Oui, j'ai 2 questions pour vous ce matin. La première, on a appris qu'à Tchaourou, il y a problème. La population brûle tout sur son passage, même le commissariat. Est-ce que demain, quand le calme va revenir, on dit qu'on a même brûlé l'arrondissement? Est-ce que si le président refuse de réinvestir par rapport à la reconstruction de ces infrastructures, il aura tort? Deuxième question, est-ce que FCDB reconnaît
la légitimité du président actuel de l'Assemblée nationale. Je veux parler de l'honorable Louis Béounou Blavonou. Toussaint Walindou, excellente journée de travail à vous. Merci à vous. Nous allons prendre le 5e auditeur. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Vigile. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, cher ami. Bon, moi, je m'appelle Quelqu'un Robert depuis Fagne. Nous avons appris sur les antennes que le gouvernement aurait souhaité l'exil forcé de l'ancien président par le biais de certains présidents de la sous-région, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, le président est malade. Lui-même, il aurait souhaité aller se faire soigner et le gouvernement refuse. Le gouvernement a peur de quoi? Première question. Deuxième question. Avec votre opposition et l'opposition dite des autres oppositions, est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir donner de la voix à la mouvance avec la main tendue du président Talon? Et pour finir, je profite de votre canal pour remercier nos frères militaires qui sont déployés sur Tchaourou, qui n'ont pas pu tirer sur leurs frères de Tchaourou. Je vous remercie. Merci à vous. Nous revenons donc dans ce studio. Je vous laisse vous... Oui? Ah, il a encore un 6e qui insiste. Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Zachary Egouleti. Oui. Bonjour, Fofo Alain. Bonjour, monsieur Zachary Egouleti. Je vous connais, vous êtes resté dans mon quartier à Fonfou. Voilà. Fofo Alain, je vous appelle Fofo. Et vous serez toujours mon Fofo. Vous avez été martyrisé dans ce pays. Et finalement, on vous a trouvé raison. Aujourd'hui, ce qui se passe, on vous suppose président de la République. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à la situation? Nous sommes dans une émission sans langue de bois. Dites-nous sincèrement ce qu'il faut faire pour que la paix revienne dans ce pays. Merci. Merci à vous, Egouleti, d'avoir été aussi court. Nous revenons donc dans ce studio. On peut commencer par cette dernière question. Si vous aviez été président aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait? Quel aurait été votre comportement? Ceux qui me connaissent savent que je me réclame de l'idéologie politique qui porte sur l'humanisme. Pour moi, l'homme est le premier acteur du développement. C'est déjà une différence majeure avec ce que je constate comme élément de philosophie politique au niveau des dirigeants actuels. Je me permets de dire que pour eux, ça donne l'apparence, l'impression que pour eux, l'homme passe après les finances. Ce n'est pas du tout ce qui me caractérise, moi. Donc, de ce point de vue-là, sur le plan philosophie politique, je suis différent. Donc, si j'avais été en responsabilité d'État jusqu'à ce niveau-là, je privilégierais les intérêts du grand nombre, les intérêts du peuple, les intérêts de l'homme. Je me réclame comme tel parce que j'ai été à l'école et du général Mathieu Kérékou et de Monseigneur Isidore de Souza, qui sont de grandes références dans notre pays. Donc j'ai appris à leur contact, j'en étais déjà convaincu, que l'homme passe avant tout. Je pense que j'ai répondu à la question. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour sortir de la violence et avoir la paix durable? J'en ai indiqué pas mal, j'ai indiqué pas mal d'éléments de ce chemin-là. J'ai dit que M. Boni Yayi sorte des conditions dans lesquelles il se retrouve aujourd'hui. J'ai dit que le chef de l'État s'implique davantage dans le dialogue en perspective et qu'il prenne en compte que celui qui peut le plus peut le moins. Il ne faut pas que à chaque fois la force de la puissance publique qui passe par la mise en œuvre des lois, il ne faut pas que le chef de l'État s'accroche toujours aux lois. Un peuple n'est pas dirigé contre son chef, contre lui-même, par le chef. Donc, il faut que le chef de l'État comprenne. Et la toute dernière idée dans ce sens-là, c'est, je l'ai dit à ma manière, je le répète, il y a beaucoup de gens autour du chef de l'État qui l'encouragent à continuer dans cette voie-là. Le chef de l'État a l'expérience indéniable de la gestion efficace d'entreprises. Nous ne sommes pas dans ces conditions-là. C'est un peuple, c'est un pays. Et j'en appelle à sa conscience. J'en appelle à son humanité pour que nous arrêtions. Eugène Waignon, je vous aide. Eugène Waignon, vous posez une question fermée. Patrice Talon est aujourd'hui plus un problème qu'une solution ou pas?
Non, c'est en paraphrasant un peu ce que j'ai dit, que le chef d'État doit être plutôt la solution et non le problème. Et ma réponse de tout à l'heure le montre bien. C'est lui l'élu de la nation. C'est lui qui rendra compte. C'est lui qui, s'il le veut ou pas, va dire peut-être en 2021, je m'en vais. Ceux qui sont autour de lui, ce sont des gens qui profitent du pouvoir dont il leur a confié une parcelle. Et c'est le pouvoir du peuple. Il leur a confié une parcelle. Il y en a beaucoup. Je ne les connais pas ou je les connais. Ça dépend de l'angle sur lequel on prend ce que je suis en train de dire. Je suis convaincu qu'il y a des gens autour de lui qui lui disent « il faut foncer ». Le peuple, non. On va en casser quelques-uns et puis c'est tout. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question, pour le chef de l'État, de bien inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du pays. Donc, il ne faut pas qu'il continue d'être le problème. Parce que sur le terrain, le nom de qui on agite, qui est critiqué, ce n'est pas tel autour de lui, hein. C'est lui d'abord. Et je me demande actuellement comment ça va se passer pour lui au niveau de la famille. Parce que c'est un chef de famille, lui aussi. Il a du sang dans ses veines, comme chacun de nous. Donc, qu'il prenne la distance nécessaire en tant que père de la nation, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup, mais qu'il prenne la distance nécessaire avec les conseils qui lui sont donnés, qu'il se mette à la hauteur des exigences de ce pouvoir, enfin, du pouvoir que le peuple lui a confié, et qu'il fasse descendre complètement la tension. Et il en est capable, j'en suis convaincu. Quelle autre question? Je vous aide. Il y a Jean Poton qui disait, est-ce que Boni et Patrice Talon, du moins, ne révèlent pas aujourd'hui, à travers sa gouvernance, les faiblesses, les grosses faiblesses que contient la Constitution du Bénin? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je voudrais rappeler juste un petit fait. À l'occasion de la désignation des membres de la haute cour, de la Cour constitutionnelle, pendant que le président Yahi était là, en fonction, à l'occasion de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, quand on était avec Mathieu Kérékou, qu'il avait à désigner 3 de son côté, comme le demande la Constitution, et 4 du côté du bureau de l'Assemblée nationale, il y avait des échanges. Et il se laissait convaincre des choix de l'Assemblée nationale, leur couleur politique. Et il désigne les siens, pour que ce ne soit pas dans la même obédience politique. Mais déjà, quand le chef de l'État, le président Yahi Boni était là, ça avait été faussé. Ça n'avait pas été fait. C'est sous Yahi Boni, si mes souvenirs sont bons, c'est sous Yahi Boni que nous avons eu la première cour constitutionnelle presque monocolore. Presque. Je mets des réserves par rapport à ce que je dis, parce que je n'ai pas tout le souvenir sur cette question-là. Mais ce qui sort de ça rejoint la question que notre ami a posée. Est-ce que les textes, la Constitution que nous avons, est-ce que ça n'exige pas des qualités au niveau de ceux qui doivent diriger, notamment du chef de l'État? En m'amusant, je dis aux gens, la Constitution est tellement bien taillée, la Constitution du Bénin, elle est tellement bien taillée que, normalement, pour diriger notre pays, être le président de la République dans notre pays, il faut que ce soit quelqu'un de très sage. C'est à partir de Yahi Boni qu'on a commencé à voir les faiblesses de la Constitution. Et ça s'aggrave actuellement. Le déficit de sagesse, vous manquez de dire. Ce que moi je dis, c'est celui qui doit se retrouver en position de diriger notre pays avec la constitution que nous avons. Non, mais depuis, il faut aujourd'hui on dit que ce sont les hommes, ce sont les présidents. Donc, il faut que, c'est une invitation que je suis en train de faire, plutôt que de continuer à dénoncer le déficit de sagesse. Je dis, il faut que, si la Constitution n'était pas revue pour être reprécisée, parce que c'est dans la pratique qu'on a vu les failles, n'est-ce pas? Il faut que les hommes qui doivent diriger sur notre pays soient des gens de grande sagesse, des gens sérieux. Thierry Devenou estime que vous auriez lancé des appels à la paix, au calme, depuis que ça aurait peut-être évité les événements de Tchaourou et de Savait. Je le comprends et je suis quasiment en accord avec lui. Mais ce que je vous dis est vrai. Nous avons, par rapport à la situation de Tchaourou, nous avons des gens qui réfléchissent, qui sont branchés sur les différentes radios, les médias qui transmettent, et ça nous permet de faire les analyses nécessaires pour dire ce que nous avons à dire. Le clergé, pour vous, il a lu, il n'est pas tout à fait impartial, mais pourquoi vous le dites? Non, le problème, ce n'est pas pourquoi je le dis, mais est-ce que, vu sous cet angle, le clergé est qualifié pour, c'est bien comme ça que moi j'avais conduire, etc. La médiation. Mais là aussi, je l'avais dit, ce sont des hommes de Dieu. Et le clergé au Bénin, je l'ai dit,
les évêques. Nous avons, il y a 30 ans, connu un évêque qui a rendu vraiment service à la nation, Monseigneur Isidore de Souza. Les évêques sont des gens d'une certaine carrure. Ils sont capables de conduire les négociations, les débats, le dialogue, pour que le dialogue accouche de bons résultats. Mais tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas mauvais de leur ajouter, de leur adjoindre, si je peux me permettre de dire ça, 2 autres personnes qui seront au moins l'une de la société civile et l'autre peut-être d'une autre obédience religieuse ou même carrément au niveau des forces sociales endogènes, qu'on trouve quelqu'un suffisamment représentatif, suffisamment grand. Commencez déjà à examiner pour faire des propositions plus concrètes. Je ne vais pas donner des noms. Non, je dis commencez, vous n'avez pas besoin d'en donner à l'antenne surtout. Okay. Bon, Toussaint Ouadédou demande avec toutes ces casses, les infrastructures qui ont été endommagées, et si le chef de l'État refusait de réparer, de réhabiliter ces infrastructures, est-ce qu'il aurait raison? L'autre question qui est en filigrane à celle-là, qu'il faut qu'on éduque la population au moment des révoltes, des réclamations, de ne pas casser, de ne pas détruire les biens publics. Parce que c'est encore nos efforts qui vont nous permettre de les reconstruire, de les reconstituer. Si le chef de l'État disait, bon, je ne veux pas reconstruire, est-ce qu'il aura tort, il aura raison? En tant que dirigeant de tout le pays, si quelque part il y a des choses à reprendre, il ne doit pas normalement s'opposer. Est-ce que vous reconnaissez à la FCDB, vous reconnaissez la légitimité de l'actuel président de l'Assemblée nationale? De façon globale, j'avais déjà dit que pour moi, le problème de l'Assemblée aujourd'hui, enfin du Parlement, ne s'oppose pas en termes de légitimité. Je ne veux pas faire de débat théorique. Je prends simplement comme élément d'observation, je dis 4 Béninois. Il y en a 3 qui n'ont pas voté. Un seul est allé voter. Et ça nous a donné le Parlement actuel. Bon, ils ont procédé à la désignation des responsables. Je connais assez bien l'actuel président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou. Je sais que c'est un homme engagé, un homme capable. Mais il est dans une fonction aujourd'hui, dans une position aujourd'hui. Mon souhait, c'est qu'il reste tranché, efficace dans la représentation du peuple. Est-ce que sa mission diffère des autres présidents qui avaient été là? Oui, parce que la mission du Parlement qu'il dirige aujourd'hui diffère. Les autres n'ont pas eu les mêmes défis à relever. Je vous ai épargné d'une question. Allez-y, oui. Vous la voulez vraiment? Oui. Pourquoi vous n'avez pas pris la tête de la FCDB? Ce n'est pas une question difficile. Je n'étais pas là. Je n'étais pas au pays. Et j'avais pris déjà une distance par rapport à la chose politique. Vraiment 10 minutes. Oui. J'ai dit 10 secondes. On est à la fin. Voilà. J'avais déjà pris une distance par rapport à la chose politique. J'étais rentré de l'extérieur pour faire résoudre mes problèmes personnels. Parce que autant je suis resté 3 ans en prison, autant depuis plusieurs années, tout n'est pas encore résolu. Je ne suis pas encore rentré dans mes droits, etc. Il faut réparer les choses. Voilà. Donc, avant même de réparer, il faut rendre justice. Parce que j'ai quelque chose que j'attends de la part des dirigeants du milieu judiciaire. Donc, le parti a été déjà constitué. Je suis arrivé. Les amis m'ont demandé, mais est-ce que tu n'es pas en bonne position lorsque tu nous rejoins, etc., etc. Et on a analysé la situation ensemble, oui. Mais ma réponse, la vraie, la voici. Est-ce que c'est lorsqu'on est chef de parti politique qu'on rend service à son pays? Ce n'est pas ça ma conviction. Nous sommes à l'arrivée de cette émission. Je voudrais vous remercier. Vous demandez pardon de ne pas être entré dans le jeu des questions fermées, oui, non. De chercher à être moi-même pour élargir les questions et élargir en même temps les réponses. Mais il doit être remarqué que je n'ai pas perdu la langue de bois, que je dis les choses telles que je le pense, et des fois, je peux mettre des gants pour les dire de manière un peu plus feutrée. Je remercie vraiment les auditeurs et les téléspectateurs qui se sont imposés de m'écouter aujourd'hui. À très bientôt. Merci à vous, Alain Adéo, l'un des responsables donc, du parti Foscori pour le développement du Bénin. Vous êtes précisément conseiller politique. Je suis conseiller spécial aux affaires politiques. Aux affaires politiques. Merci d'avoir été là. Merci aux amis auditeurs
Mohamed Yamili a assuré la réalisation technique de cette émission. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.